Aquaba, bienvenue à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ville lumière par excellence qui brille par ses artistes dans la musique, par ses champions dans le sport, par ses champions dans le business également. Et à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, c'est ici que nous avons choisi de tourner le 3e épisode d'Africa's Bright. Et c'est ici plus particulièrement dans le temple, le showroom mythique de notre plus grand artiste panafricain, Elly Kuam, et nous allons retrouver Masogbe Touré, PDG de Sita, une des rares femmes dans l'agro-business en Afrique. On va retrouver également un champion, Frank Laté Lawson, multi-champion, multidiscipline et aujourd'hui fabricant de champions. Et on retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour notre fameuse rubrique gastronomie Djeneba Keta qui va nourrir tous nos sens. Et on finit en musique comme d'habitude avec Gérard Lebrun, maître en sapologie, musique et son. Merci de nous suivre, à tout de suite. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez réellement que lorsque le docteur Akinwumi Adesina posait ses valises il y a 10 ans avec son épouse Grace en Côte d'Ivoire, il imaginait que 10 ans plus tard, il serait devant des milliers de personnes en train de dire « Je suis ivoirien ». Je ne pense pas qu'il le pensait, mais c'est ça le sens de l'hospitalité à l'ivoirienne. On est en Côte d'Ivoire, ils se sont dit « Trop de viande ne gâte pas la sauce ». Donc même si la diaspora nous donne beaucoup d'argent, mais on a besoin de l'argent de la BAD, de la Banque mondiale, et vous dire que la BAD est notre deuxième partenaire au développement sur le plan multilatéral, mais l'année prochaine, il va dépasser la Banque mondiale et ce sera notre premier partenaire. Merci beaucoup, madame. And there's one thing I thank God for. His father sent him abroad to study medicine, and he decided to study agriculture. And Adesina is who he is because of his understanding of agriculture and how it is important for countries to feed themselves. So in all the documentaries that I saw, for me, the most important thing was moving that number of families out of hunger and increasing Africa's food production by 44 million tons. That's significant. The African Economic Outlook report is our opportunity to analyze and project economic growth trends for Africa, to assess the pace of structural transformation of countries, and to evaluate the effects of global dynamics on African economies. Our GDP growth is expected to now be 3.9% in the year 2025 and 4.0% in 2026. 13 countries in Africa will be among the 20 fastest growing economies in the world. Macroeconomic stabilization and policies that has been implemented by many African countries has continued to yield results. We need to work together to have a good handshake of equal and productive partnerships with the continent. We also need global peace and security. We cannot continue fighting wars and expect development to happen. There cannot be development without peace. And when you look at African countries that have high resources and are not delivering on development, there is one form of conflict or other going on in those countries. Let's work together to make Africa's capital work for Africa's development. It is good for Africa and it is good for investors. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs suppléants, administrateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent.
Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. Africa's journey over the past decade has been one of remarkable progress and resilience in the face of challenging circumstances. A global health crisis, economic turbulence, rising debt levels, and extreme weather patterns. Throughout this journey, the African Development Bank Group has stood with the continent, turning challenges into opportunities and laying the foundation for a more inclusive, integrated, and prosperous Africa. In 2024, our investments delivered tangible impact. 1 gigawatt of additional electricity generation capacity was installed across the continent. 14 million people accessed better healthcare. 3.5 million benefited from improved transport, and 1.3 million gained basic ICT services. And $5.5 billion were mobilized in climate finance across Africa. The bank also strengthened its thought leadership, publishing the Measuring the Green Wealth of Nations report, which advocates for incorporating Africa's natural capital and ecosystem services into GDP calculations. These achievements build on a decade of steady momentum during which we have worked hand in hand with our partners to touch the lives of more than 560 million people across the continent, including over 250 million women. Over the last decade, 28.4 million people gained access to electricity thanks to projects like the Last Mile Connectivity Project in Kenya, which has connected over 2.6 million people and 5,335 small businesses to electricity, unlocking new opportunities for women and youth. 12.8 million farmers are now using improved and climate-resilient technologies thanks to projects like the Africa Emergency Food Production Facility, which boosted cereal production by more than 37 million tons across the continent. Over 121.2 million people now move more freely across Africa thanks to projects like the Fofoso-Saula Road Corridor in Ghana, which has opened vital connections to neighboring countries like Mali and Burkina Faso, strengthening regional trade, mobility, and opportunity. 62.5 million people also gain access to clean water, supported by major investments like Egypt's Gabal El Asfar wastewater treatment plant, the largest in Africa. And across the continent, millions of jobs are being created thanks to projects such as Nigeria's Indorama plant, which is now producing 1.5 million metric tons of urea fertilizer, driving agro-industrialization by transforming the country into a major exporter. These are just a few results of the more than 5,700 projects transforming lives across the continent.
Visit our Map Africa platform and see the bank's impact firsthand. Here, you'll find the results management framework of our new 10-year strategy, providing everything you need to know about the bank's work and its impact across Africa. It's about transparency, a core value of the African Development Bank Group, recognized as the world's most transparent organization in 2024. Curious to know more? Explore this year's annual Development Effectiveness Review or dive into Map Africa to see how we are turning data into action and vision into change. We are the African Development Bank Group, Africa's Solutions Bank. In Africa, here to make a difference. Massobe, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comment ça va? Ça va bien, Dieu merci. Et vous-même? Ça va, merci. On est très content d'être là. Oui. Et je voulais savoir quand même, parce que effectivement, Massobe, vous aviez une carrière qui était bien lancée à l'international. Vous travaillez notamment pour une multinationale. Et puis, un matin, vous décidez de tout quitter comme ça pour aller dans les champs, pour vous lancer dans l'anacarde. Ouais. Comment l'histoire a commencé? Alors, merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité pour pouvoir m'expliquer. Alors, l'histoire est simple. J'étais effectivement cadre dans une multinationale où je travaillais et tout, mais issu d'une région assez pauvre, placée comme l'une des régions les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi avec cet esprit, avec la fougue de pouvoir réussir, qui va développer notre région. Comment nous allons sortir de cette situation? Je ne peux pas appartenir à cette région et dire que c'est la région la plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Donc l'aventure a commencé là-bas. Et c'est une zone Odéné qui est à 850 km d'Abidjan, une zone de savane, bien entendu. Alors, à cette époque, on avait planté les anacardiers dans le but de pouvoir lutter contre l'avancée du désert, vu que c'est un arbre qui résiste aux intempéries, au feu de brousse et tout ça. Et la ville était vraiment minée et vidée de ses bras valides, parce que les jeunes venaient en basse-côte pour avoir des lendemains meilleurs. Et l'activité principale étant basée sur l'agriculture. Et cette agriculture qui était le riz, qui est planté sur plateau et soumis à tous les aléas. Du coup, la pauvreté était installée. Et au fur et à mesure qu'on avance, les bras valides étant partis, l'âge fait que les chefs de famille, vraiment, c'était un peu difficile. Voilà, pour pouvoir joindre les deux bouts. Pendant qu'on avait l'anacardier, et les fruits de cet anacardier, c'était les pommes cajou, mais qui étaient taxés de tous les maux, parce que c'était du poison en fait. Quand tu prends la pomme cajou, que tu bois de l'eau 2 heures de temps après, tu meurs. Voilà ce qu'on disait de la noix de cajou. Et c'est ce que nous tous, on savait de ça ici. Quand, à la faveur d'une mission en Inde, j'ai découvert le côté économique de la noix de cajou. Une surprise très agréable. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais tiens, ce fruit, ça donne chez nous. Est-ce que j'ai vu les noix? J'ai dit, mais il y a bien des pommes au-dessus. Oui. Ils m'ont montré, j'ai dit, mais justement, c'est ce qui pose chez nous. Mais comment vous faites? Et j'ai vu que l'activité de Madras, de Kerera, de tout ce qu'on peut imaginer, mais elle repose sur l'activité de la noix de cajou. On transforme. Ils transforment, ils consomment et ils exportent. Alors pourquoi ne pas valoriser? Donc le déclic est venu. On a commencé. Je suis revenue et j'ai vu mon patron et je lui ai expliqué comme ça que je voulais partir. Mais il n'avait pas pris au sérieux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et s'il ne faut pas un psy? Parce que
Et c'est pas possible, tu as une belle carrière, vraiment, moi je suis contente de vous et je pense même d'ici la fin de l'année, vous aurez une promotion. Tout ça, on me l'a dit. J'ai dit non, je vais démissionner. Et vous partez où, dans quelle boîte? J'ai dit non, je retourne au village. Je vais me mettre à la disposition de ma région. Et j'ai commencé à faire la culture de la noix de cajou. Donc, il fallait oser. Et donc, je suis venue. Et puis, comme je disais, c'est le lieu pour moi, effectivement, de rendre hommage aussi à mon époux, qui, lui, étant fondé de pouvoir à cette époque à la Société Générale, lui aussi a démissionné pour venir au village. Et c'est ainsi l'aventure a commencé. Et nous avons fait 5 hectares dans un quartier. Et les 5 hectares, on n'a pas vendu 1 kilo. Et il fallait attendre 4 ans. C'est en ce sens que j'ai dit aujourd'hui à la jeunesse, soyez patients. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Soyez patients. L'argent en vitesse, ça part en vitesse. Voilà. J'ai attendu 4 ans. Et la première récolte qu'on a obtenue, nous avons fait l'échantillonnage gratuit dans toute la région. Seul, on ne peut pas réussir. C'est ensemble qu'on doit pouvoir réussir. Mieux, nous avons créé une radio locale avec mon mari et expliqué en langue locale les techniques de planting et dire comment il faut faire pour qu'on puisse réussir. Partager les bonnes pratiques. Exactement. J'avoue que ce n'était pas facile parce que beaucoup n'y croyaient pas. Et quand ils ne croient pas, on dit on a commencé. Donc venez voir chez nous. À cette époque, la Côte d'Ivoire n'était même pas considérée comme un pays producteur de la noix de cajou, pour vous dire. Et aujourd'hui? Et c'était la Guinée-Bissau qui était le seul pays africain producteur de la noix de cajou, avec environ 100 000 tonnes. La Côte d'Ivoire a eu des philanthropes comme nous, comme Mme Touré, comme son époux, qui ont mis leur intelligence, leur savoir-faire, leurs petits sous à la disposition du pays, parce qu'on avait une vision. Et pendant qu'on n'était pas considéré comme pays producteur, aujourd'hui, nous avons porté la Côte d'Ivoire au rang de premier mondial avec plus d'1 million de tonnes. Voilà, c'est ça que je voulais que vous disiez. Vous avez, Masokbé, participé effectivement à créer, non seulement créer cette filière, et elle a dit le mot magique, transformation. On a beaucoup de ressources naturelles en Afrique qu'on exporte brutes, donc on perd toute la valeur ajoutée. Vous produisez, vous transformez, vous exportez sur plusieurs continents. Et justement, et quand nous avons réussi maintenant la production avec tout le monde, on exportait. Et avec cette exportation, avec beaucoup d'aléas auxquels nous sommes soumis, parce que c'était les Indiens qui venaient, ils viennent à une période précise, ils viennent payer les produits avec nos parents, parfois c'est pas bien payé, et bon, vraiment il y avait toujours des problèmes. J'ai commencé alors à demander, j'ai dit il faut qu'on arrive à pérenniser cette filière. Et pour la pérenniser, il faut passer à la transformation. Donc il faut transformer. Voilà un autre combat, un autre défi qui commence. J'avoue que, en tout cas, c'est pas du tout facile d'être premier partout. Donc j'ai commencé et j'ai constitué un dossier. Je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Parce que j'avais une chemise bleue où j'avais mis mon dossier, mon business plan pour décrire comment je voulais faire la transformation et comment on peut donner la valeur ajoutée à cette filière pour nous permettre de pouvoir transformer. C'est une culture pérenne. Si on reste au stade d'exportation de la noix brute, si pour une raison ou une autre, les Indiens ne viennent pas nous voir, qu'est-ce que nous allons dire à nos parents que nous avons engagés? Nous avons obligation de réussite. Il faut pérenniser ce que nous avons fait. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Je suis passée partout dans toutes les banques. On m'écoute religieusement, mais quand je sors, on dit, mais la dame, elle est passionnée, elle parle, c'est bien, mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Et puis les femmes, elles demandent jusqu'à 100 millions. Donc quand je suis partie dans une première banque, quand on m'a dit, j'ai dit 100 millions, la personne me dit après que tu vois, je vais te donner
un conseil pour une femme, je crois que vous n'avez pas encore atteint le niveau des 100 millions. Généralement, ici, quand une femme prend un truc, un prêt comme ça, jusqu'à 10 millions d'apports, mais toi, tu n'as rien fait encore. Et si tu divides ton dossier, c'est bien, mais l'industrie de la noix de cajou, c'est dédié aux femmes indiennes. C'est pas les Ivoiriennes, encore moins, c'est pas les Africaines, encore moins les Ivoiriens. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, bon, vous êtes passionné, mais vous seul, vous ne pouvez pas. Il vous faut des femmes, et les femmes ne peuvent pas. Et puis vous êtes à Oudjéné encore, vous êtes loin d'Abidjan, il n'y a pas de poids. Mais franchement, c'est vrai, vous êtes passionné. Bon, quand je sors de là-bas, mais j'ai le moral à terre. Oui, ça décourage. Et bon, je prends encore, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'ai un engagement moral vis-à-vis des parents. Je ne peux pas les laisser sur mon chemin. On les encourageait à cultiver. Maintenant que ça donne, ils sont soumis. Quand l'acheteur vient, vous êtes d'accord pour un montant. Alors, au moment de payer, ils disent non, la qualité n'est pas ça. Ils viennent couper en deux et ils se contentent du peu. Et ce n'est pas ça, ce n'était pas mon objectif. Ce n'était pas notre objectif. Donc, on a tourné partout. On a tourné partout. Mais personne ne nous a financés. Parce que déjà, l'activité de la banque, les gens ne connaissaient pas. Ouais. Et sur instruction, sur recommandation d'une personne qui m'a dit, bon, vous pouvez aller voir la BCAO. J'ai dit, bon, je vais aller voir la BCAO. Et je ne sais pas, ça fait près de 25 ans, 30 ans, un peu moins de 30 ans aujourd'hui. J'ai vu ce directeur national à l'époque de la BCAO. Parce qu'il y a 2 semaines, on a ouvert l'agence, la nouvelle agence de la BCAO à Oudjéné. Je ne l'avais pas reconnu. Il est venu vers moi et il me dit, c'est Mansobé avec la chemise bleue. Vous êtes venu me voir. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est pas vrai. Mais vraiment, je suis contente, je vous suis, mais je n'avais plus votre numéro. J'ai dit, à chaque fois que je vous vois, j'ai dit, cette dame est venue me voir, passionnée avec un dossier. J'ai dit, mais la BCAO ne prête pas aux individus. J'ai dit, mais comment vous allez faire pour parler aux banquiers pour dire que vous me soutenez et que mon dossier est bon et qu'on peut me financer? Mais j'ai tout fait, on ne m'a pas financé. Donc on a laissé. C'est avec mes petits sous et celui de mon mari qu'on a commencé l'industrialisation. En 99, un peu. 2020, nous avons fait l'ouverture de l'usine. Et on a commencé doucement. J'ai commencé d'abord par cuire dans la marmite. Aller étape par étape. Commencer par 300 kilos. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à 20 000 tonnes. Bravo. Voilà. Et alors justement, moi j'aimerais qu'on évoque un autre point qui est important, c'est que non seulement aujourd'hui, on peut le dire sans fausse humilité, vous êtes à la tête d'un empire grâce à l'anacarde, mais ce que je trouve intéressant aussi dans votre histoire et votre parcours, c'est que grâce à vous, vous entraînez d'autres femmes. Je l'avais dit en introduction, l'agriculture en Afrique et dans le monde d'ailleurs, mais en Afrique particulièrement, c'est une affaire de femmes. Vous avez évoqué un certain nombre de challenges et justement les femmes sont celles qui ont le moins accès au financement, aux équipements, aux formations, etc. Vous participez à l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Comment vous faites? Et Mansobé, concrètement, comment on fait pour mieux accompagner les femmes dans l'agriculture? Pas de développement sans l'agriculture, pas de développement sans les femmes. C'est clair. Alors déjà, comment il faut booster, comment il faut mettre les femmes en confiance et tout ça. Comment impacter son environnement et dire combien de fois les femmes sont intelligentes, elles peuvent prendre leur destin en main pour pouvoir partir. Mais c'est beaucoup de luttes, c'est beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges internes, de lobbying et tout ça pour pouvoir faire. Et je prends l'exemple, la CGC, le patronat ivoirien. J'ai fait 19 ans au niveau du patronat ivoirien. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes. Et j'essaie de demander un peu à côté. J'ai dit, mais pourquoi vous ne venez pas au patronat? Il dit, non, c'est une affaire des grandes entreprises, c'est une affaire des entreprises internationales. Quand on n'est pas multinational, j'ai dit, mais non, le patronat, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde.
parce que tu es entrepreneur, parce que tu crées de la richesse, parce que tu crées de l'emploi, mais tu es patronne de ta structure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc, le message n'est pas encore bien passé. Donc, il y a quelque chose à faire. Et j'ai vu le président d'alors, et c'est le lieu pour moi de le remercier et le féliciter, effectivement, monsieur le président Jean Kakou-Diago. Un grand panafricain. Voilà, un grand aussi. panafricain. Je suis venue voir. J'ai dit, vous savez, président, moi, je veux que vous créiez un poste de vice-président chargé de l'entrepreneuriat féminin. Et je veux m'occuper de ça. Je vois qu'il n'y a pas assez de femmes. Je suis la seule femme au conseil. C'est pas normal. C'est pas normal. Et au niveau des femmes aussi, quand on voit la liste des membres, je ne vois pas assez de femmes. Or, combien de fois nous avons des femmes talentueuses, des femmes vraiment brillantes. Il dit, Massoube, d'accord, ok. Donc, ça n'a pas duré. Au bout d'une semaine, il m'a appelé, il dit, tu sais quoi, on va créer une commission chargée de l'entrepreneuriat féminin et que tu vas animer. Et c'est à partir de là, j'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit. Et j'ai fait du bon bruit. On vous a entendu. Voilà. J'ai fait du bon bruit. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de dames que j'ai impactées, qui ont démissionné de leur poste de confort pour créer leur entreprise. J'ai vu Elie et Franck acquiescer à tout ce que vous disiez. Ça inspire. Hein. C'est plus que ça. Et on a Massoube qui est une vraie championne du business et on la salue encore et vraiment bravo. Et on a un autre champion avec nous qui est Franck Laté-Lawson, qui va nous raconter qu'il y a plusieurs vies, plusieurs casquettes, mais qui est d'abord champion de taekwondo. Aujourd'hui, c'est une réussite qu'il partage notamment avec les jeunes. Et moi, j'aime bien savoir justement comment l'histoire commence. Comment, au départ, vous avez atterri sur les tatamis? Parce que c'est vrai que le taekwondo, c'est pas forcément aujourd'hui, oui, mais c'était pas une discipline qui était très populaire. On dit toujours qu'en Afrique, c'est le sport, hein, c'est le football qui est le roi. Hein. Alors oui, je suis Franck Laté-Lawson. Alors champion, oui, je l'étais autrefois, mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus un encadreur, un formateur qui veut justement permettre à la jeunesse africaine d'avoir d'autres champions. Alors, moi j'ai commencé il y a très longtemps, hein. Je pense que je suis arrivé en Côte d'Ivoire vers 12-13 ans. C'est là que j'ai commencé la pratique des sports de combat par le judo. Et pour la petite histoire, j'ai débuté la pratique de ce sport de combat, j'ai toujours aimé le sport, parce que la seule personne qui était meilleure que moi en sport à l'école pratiquait du judo. Donc j'ai dit à ma mère, non mais non, moi je ne peux pas avoir quelqu'un meilleur que moi au sport. Donc inscris-moi au judo s'il te plaît, je veux être meilleur que lui. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé au judo qui l'a rendu meilleur que moi, mais je veux y aller. C'est comme ça que mon histoire a commencé un peu spécifiquement avec les sports de combat. Donc déjà l'esprit de compétition. Oui, ça c'est clair. Donc il y avait l'esprit de compétition, donc je me suis inscrit au judo. Et de fil en aiguille, j'étais champion de Côte d'Ivoire, minime, cadet, donc on parle 12-14 ans, champion du Togo aussi. J'ai pratiqué d'autres sports de combat entre-temps. J'étais un des plus jeunes ceintures noires d'un art martial qu'on appelle le Viet Vo Dao. Et puis ensuite, je suis allé étudier en France. Et j'avais commencé déjà un peu le taekwondo. Pourquoi je suis allé vers le taekwondo? C'est parce que j'aimais bien les coups de pied. Et dans le taekwondo, il y a une majorité de coups de pied. C'est honnête. C'est aussi simple que ça. Et arrivé en France, là, je suis entré un peu plus sérieusement dans la compétition. Et j'ai gagné plusieurs lauriers, vainqueur de plusieurs compétitions en France. Ensuite, j'ai continué les études aux États-Unis. J'ai été vainqueur d'une Coupe des États-Unis, champion militaire aux États-Unis. Et là, en 2000, je tombe gravement malade et ma carrière est stoppée alors que vraiment c'était en forte progression. Et donc, lorsque je me remets de ma maladie, là, j'ai déjà pris un peu plus d'âge. Mais j'ai toujours cette passion et je me dis, je vais entrer dans le coaching. Mais honnêtement, c'était une façon pour moi de me donner une nouvelle vie dans le sport. Bien Pourquoi? sûr. Parce que quand j'entraîne les autres, je m'entraîne aussi. Absolument. Donc, j'avoue aujourd'hui que c'était un peu personnel.
Parce qu'on dit toujours que oui, il faut penser aux autres, on se donne aux autres lorsqu'on forme. Mais dans mon cas, je pensais un peu à moi, hein, c'était un peu égoïste, on va l'avouer. Mais de fil en aiguille, je me suis trouvé vraiment une passion pour la formation. Parce qu'à travers la formation, c'est vrai que moi, c'était dans le sport et dans les sports de combat, mais j'ai compris qu'on permettait à d'autres individus de se trouver une place dans la vie. Et là, j'étais aux États-Unis, ensuite je suis allé travailler au Canada, et parallèlement à mes activités professionnelles, j'ai toujours pratiqué les sports de combat, notamment le taekwondo, karaté, kickboxing, et j'ai toujours enseigné. Et ce que j'ai réalisé un jour, c'est que même quand j'étais au travail, et que j'étais devant l'ordinateur, je mettais une petite affiche devant l'heure pour ne pas voir le temps passer. Parce que j'étais toujours pressé que mon shift finisse pour pouvoir aller donner des cours. Et là, j'ai réalisé un moment, mais en fait, ma véritable passion, c'est ça. Et donc, je me suis dit, en 2016, il y a un athlète ivoirien qui est devenu le premier athlète, tout sport confondu, à obtenir une médaille d'or olympique, Cheikh Cissé, et ça, c'était le taekwondo. Et moi, je me suis dit, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que, ayant commencé ma pratique des arts martiaux et du taekwondo en Côte d'Ivoire, je savais très bien que le talent était là. Que les jeunes avaient le talent, et je me suis dit, pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on ait une médaille d'or olympique? Et en réfléchissant, je me suis dit, peut-être qu'on a des manquements en termes d'encadrement. Moi, j'avais eu la chance de vivre en Occident, notamment dans des pays qui sont très structurés sur le plan du sport, notamment les États-Unis, il n'y a pas mieux. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas rentrer et partager mon expérience? Peut-être que ça peut aider d'autres personnes à devenir des champions olympiques, parce que je sais très bien qu'à travers le sport, on a des ambassadeurs du pays. Bien on sûr. le voit, hein. C'est vrai que tout le monde parle de football, c'est vrai. Donc on n'a plus à expliquer comment à travers le football, on peut avoir des jeunes qui gagnent très bien leur vie, deviennent même des multimillionnaires, mais il y a aussi tous les autres sports, des sports dits mineurs, mais à travers lesquels, surtout les sports olympiques, où on peut, si on obtient une médaille olympique, devenir vraiment des grands champions mondiaux, des représentants de la nation qu'on représente, des ambassadeurs, comme Cheikh Cissé aujourd'hui, qui est vraiment un exemple pour toute une jeunesse. Vous le connaissez bien? Oui, je le connais bien personnellement. Et donc, je me suis dit, Cheikh Cissé, il y en a en potentiel Bien sûr. des centaines, sinon des milliers en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi pas mettre en place les structures, les organisations qui peuvent accompagner ces jeunes-là afin que des Cheikh Cissé, comme aux États-Unis, il y a des milliers de champions olympiques, pourquoi ne pas y en avoir en Côte d'Ivoire aussi? C'est ainsi que je suis rentré vers 2017-2018. Je suis venu un peu observer le terrain et je voulais d'abord faire de la formation d'entreprise, parce que de profession, je suis formateur en entreprise. Et j'ai ouvert un club. Quand je suis revenu, j'ai ouvert un club parce que j'ai un ami qui avait une salle de sport. Il m'a dit, écoute, il y a une salle vide, je sais que toi tu es maître en taekwondo, ouvre un club. Donc j'ai ouvert un club pour d'abord former des jeunes sur le plan récréatif et éducatif. Et par la suite, j'ai pensé à développer le côté social. Donc j'ai transformé ce club en association à but non lucratif. Et aujourd'hui, on a un volet social à cette association, donc Evolution Academy, dont l'objectif est de former des jeunes souvent issus de milieux défavorisés, donc qui n'ont pas les moyens de se payer des formateurs qui peuvent les emmener peut-être au haut niveau, à moins d'intégrer les équipes nationales, mais même pour intégrer l'équipe nationale, c'est pas évident. Il faut commencer quelque part. Et ça, c'est un point que vous soulignez qui est important. Hein. Autant on aime le sport, les sports en Afrique, ça coûte cher. Ça coûte très cher, surtout quand on veut atteindre un certain niveau. Absolument. Vous le dites très bien, ça coûte très cher lorsqu'on veut atteindre un certain niveau. Parce que c'est là où, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est important que l'État s'implique. Parce que le talent, il est là. On sait très bien que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Tout le monde fait du sport en Afrique, plus qu'ailleurs. Mais à quel niveau est-ce qu'on passe de l'amateurisme au professionnalisme?
pour pouvoir remporter les médailles internationales. Donc, à travers Evolution Academy, l'idée, c'est de former tous ces jeunes qui ont peut-être du talent au sport de haut niveau. Et préparer ces jeunes qui viennent, comme je dis, souvent de milieux défavorisés, qui ont déjà peut-être leur club avec leur maître, et en collaboration avec ces maîtres, on me les confie. Moi, je les initie donc au sport de haut niveau. Et on peut dire qu'aujourd'hui, plusieurs de ces jeunes sont champions nationaux. Bravo. J'ai moi-même été nommé entraîneur national de l'équipe paralympique, parce qu'il y a le sport paralympique en taekwondo. J'étais aux Jeux paralympiques de Paris cet été, et il y a un volet social à développer. Parce qu'évidemment, dans les pays en voie de développement, on a beaucoup de jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Les jeunes au niveau paralympique, c'est vraiment pas développé, mais le talent est là. Donc, la Fédération ivoirienne de taekwondo a créé un volet paralympique. J'étais avec d'autres personnes impliquées dans cette première équipe nationale paralympique. J'ai pris 2 jeunes qui n'avaient jamais pris l'avion. On est allé en compétition internationale pour la première fois en championnat d'Afrique au Niger. Ils ont tous les 2 eu une médaille de bronze. Ah, c'est génial. Et c'est là qu'on a vu le potentiel. Le potentiel. Et donc, un de ces 2 jeunes, en l'espace de 2 ans, est passé d'un jeune qui vivait à Oumé, qui ne vivait même pas à Abidjan. Donc ça, c'est l'Evolution Academy. Evolution Academy. Alors, à travers le sport de haut niveau, notamment le taekwondo et le karaté, parce que ce sont des sports de combat qui ont déjà été aux Jeux Olympiques et qui sont aux Jeux Olympiques pour le taekwondo, l'idée, c'est de former ces jeunes-là aux valeurs de l'olympisme, qui deviennent de meilleurs citoyens pour la société de demain. Et surtout aussi, vu qu'ils sont déjà talentueux, qu'ils arrivent à remporter des médailles pour le pays en compétition internationale, moi, je veux surtout qu'ils puissent continuer leurs études. Donc, parallèlement à leur carrière sportive, je cherche des sponsors pour leur permettre de continuer les études. Aujourd'hui, on a 3 athlètes en masters. Il y en a plusieurs autres dont on paye les études, qui sont en bac, en terminale, qui vont passer leur bac. Donc, c'est un peu le projet. S'assurer que tous ces jeunes à fort potentiel puissent devenir des champions, mais aussi qu'ils puissent assurer une insertion sociale. Oui, parce que le milieu du sport est aussi très compétitif. Tout le monde ne peut pas devenir champion, qu'ils puissent aussi s'assurer un avenir. Non, bravo, hein, ça aussi, ça inspire. Et moi, j'ai une autre question à vous poser, parce qu'effectivement, quand pendant longtemps, on a parlé de sport et développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sport et business. Et ça, moi, j'avoue que j'aime bien. Et on voit effectivement, pendant très longtemps, on parlait que du foot. On sait que le foot, la CAN notamment, et encore bravo à la Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait briller, pour le coup, très belle CAN. Ouais. Mais effectivement, on sait que le foot, c'est du business, c'est de l'argent qui rentre, c'est du développement, à travers les infrastructures, etc. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a d'autres disciplines sportives qui se développent plutôt bien. Je pense au basket, je pense à la natation aussi, l'athlétisme, etc. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en partant de votre expérience, votre expertise, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire mieux pour effectivement mieux structurer ces filières pour qu'elles aient un plus grand impact économique et social? Absolument. Alors, vous le dites bien, hein, je veux dire, le sport est vecteur de cohésion sociale. Je pense que ça, on le sait tous. Mais le sport, puis on regarde l'exemple des États-Unis, le sport est un outil de développement économique gigantesque. Mais on est encore très loin de ça sous nos cieux. Souvent, pourquoi ? Je ne saurais vraiment l'expliquer, mais je pense que c'est peut-être culturel. C'est peut-être parce qu'on se dit que, déjà même si on parle du foot, c'est récent, hein? Moi je me rappelle quand je grandissais, dire à tes parents que tu vas faire du foot, c'était t'assurer des raclés à la maison. Oui, c'est risqué. Voilà, c'était très risqué. Et souvent, ceux qu'on voyait réussir au foot, c'était ceux qui étaient à l'étranger. Pourquoi ? Parce que culturellement, peut-être encore une fois, on se dit que c'est un outil de développement tout court. Chez nous, c'était soit tu vas en finance, soit tu deviens docteur, soit tu deviens avocat. Mais utiliser le sport pour réussir dans la vie, c'est récent. Parce qu'il y a eu quelques exemples qui ont vraiment réussi. Didier Drogba avec le foot, aujourd'hui Cheikh Cissé à travers le taekwondo. Donc les parents qui souvent viennent de milieux défavorisés, pour ne pas dire pauvres, hein, et qui peut-être n'ont pas l'éducation qu'on peut trouver en Occident, n'ont pas les moyens, même comme vous le disiez un peu plus tôt, de mettre leurs enfants dans ce sport. C'est va à l'école,
ça, tu pourras trouver un travail plus tard. Je n'ai pas le temps de te payer des cours de taekwondo que tu vas prendre sérieusement plutôt que d'étudier. Alors que dans les pays développés comme les États-Unis, l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas tu choisis le sport au contraire, ouais. versus les études. C'est simultané. Exactement. Il y a même des programmes sport-études. Moi, je me rappelle à l'université, tous les joueurs de basket qui espéraient aller au haut niveau en NBA devaient, c'était une obligation, avoir de bonnes notes à l'université. C'était pas peut-être, non, il y avait des exceptions, bien sûr, qui viennent de milieux sans être allé à l'école, mais tu veux devenir une grande star de NBA, tu dois avoir de bonnes notes à l'université. Aujourd'hui, le sport-études n'existe pratiquement pas. Je crois que ça commence. Ça commence, absolument. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'INJS, mais là encore, il y a encore du boulot parce que... Alors, qu'est-ce que c'est l'INJS? L'INJS, c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports. Des sports, très bien. Donc, c'est une organisation qui forme des professeurs de sport. Et c'est là où, même moi, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, je n'avais pas compris. Pour moi, l'INJS, c'était un peu l'équivalent de l'INSEP en France, où là, on forme des sportifs de haut niveau qui vont également intégrer la société en tant que cadre, soit à travers le sport, soit ailleurs. Mais l'INJS ne forme que des professeurs. Pardon. Et pour moi, l'INJS, c'était vraiment un centre qui allait former des sportifs de haut niveau. Donc, j'ai réalisé en fait qu'en termes de sport-études, au même niveau que les nations, les grandes nations du sport comme les États-Unis, Canada, la France, on est encore loin du compte. Et je pense que pour ça, il faut vraiment que l'État s'implique. Mais c'est une vision, c'est une volonté. Et il faut passer, moi, à mon niveau, vous passerez le message justement. C'est ça. À travers l'Académie Evolution, on essaye de faire ce qu'on peut pour au moins se concentrer sur les quelques athlètes qu'on a et puis mettre un peu, je veux dire, allumer la mèche et la petite flamme qui va devenir le feu qui prendra un peu le milieu. Et comme disait Massobé, ça commence à... Vous, le sport, ça vous inspire? Vous pratiquez? Moi, je fais aucune activité sportive, pardon. Non, je vous admire. J'aime bien les ambiances autour du sport, notamment la CAN, etc. Je ne suis pas très amatrice de sport. Je ne sais pas si vous... Massobé, est-ce que vous êtes championne de taekwondo? Et pourquoi pas? Non, pas du tout. Mais à mon jeune âge, j'ai fait le handball. Oui. Dis donc. Oui, avec l'OASU. Exactement. Voilà, et on faisait des compétitions, on partait dans les autres villes et tout ça. Voilà, donc j'aime bien le sport. Et avant d'être un champion des podiums, est-ce que tu étais un champion Je fais du sport et oui, j'ai fait du volley, j'ai fait de la natation et de la danse. Waouh, donc je suis la mauvaise élève en fait. Et aujourd'hui, je fais de la marche 2 fois par semaine, 5 oui, kilomètres. ça c'est très simple. Élie, je disais, toi tu es un champion des podiums. Toi tu fais briller l'Afrique et tu nous fais briller nous, surtout les femmes africaines. Amen. Et toi aussi tu as une belle histoire. J'aimerais que tu la partages avec celles et ceux qui nous écoutent. Parce qu'à chaque fois, ça commence quelque part. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce beau et grand privilège d'être à côté de personnes qui ont des parcours tellement contagieux. Alors, pour moi, tout commence à Paris. Je suis en sciences éco et 4 mois avant mon bac ES, je décide d'arrêter et de trouver une voie parce que je ne trouvais plus ma voie. J'arrivais à Paris alors que j'avais passé toute mon enfance à Abidjan avec quelques voyages, mais pas de long séjour. Donc, j'arrive en France complètement désorientée, avec un nouveau système auquel il faut faire face, une nouvelle façon de penser, de nouveaux profs et tout ça. Et donc, de fil en aiguille, je tombe sur un cursus qui s'appelle BEP Métier de la mode. Donc, je décide d'embrasser cette formation-là sur 2 ans, puis 2 ans après, un brevet technique en création sur mesure.
et je suis lauréat d'un concours avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et tout de suite, toutes ces années-là, je travaillais en assistanat, dans des ateliers de couture en l'occurrence, et surtout pendant une longue période chez ma grande sœur et mon amie Clarisse Yerex, qui m'a beaucoup apporté et beaucoup aiguillé quant à l'excellence, le désir de cultiver l'excellence. Et donc, après ce concours-là, j'ai eu une opportunité pour aller travailler en Arabie Saoudite, puis gérer 7 usines de production pour le wholesaling sur le Moyen-Orient. Et ces expériences-là m'enrichissent chaque fois. Et donc, je reviens à Paris et puis il y a une situation très particulière qui se passe. Je me retrouve dans un pays africain, disons sur le continent, en tant que créateur africain. Et puis quand l'événement est terminé, je rentre à Paris dans mon confort. J'avais un showroom qui ne m'appartenait pas, que je partageais, qui était 33 rue Washington. Okay. Et ensuite, j'ai eu un showroom pas loin de la Bastille. Et toujours avec de la facilité. Alors que au départ, mes parents, mon père surtout, était contre le fait que son aîné puisse embrasser une carrière dans les arts et en l'occurrence dans la couture. Parce que quand on dit à ses parents qu'on veut être coiffeur, couturier ou footballeur, à cette époque, c'est très complexe. Ouais. Et mon père me voit comme ça franchir les gaps et puis finalement devenir lauréat. Et c'était un premier défilé. Mon père était là très fier et depuis me soutient énormément. Donc de fil en aiguille, je me retrouve face à moi-même et je me parle à moi-même. Je me dis que je suis hypocrite. Donc il y a toute une remise en question autour de ce confort européen et de ce désir passionnel, constant de vouloir bousculer les choses pour montrer qu'en Afrique, moi, j'ai eu une enfance magnifique au village. J'ai grandi à Soubry, mon père est de Soubry. J'ai grandi au village avec mes grands-parents et j'ai été très heureux. Voilà. Donc quand on me montrait une Afrique où les gens sont malades, où on ne sait pas faire ci, où oui, vous les Africains, vous êtes toujours en retard. En fait, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, du coup, après cette remise en question, je commence à me préparer à rentrer en Côte d'Ivoire et c'était en 2013. En 2014, je viens à Abidjan pour des petits séjours, je commence. Et en 2015, je trouve une boutique à 15 minutes d'ici. Et avec une ambition de vouloir faire les choses bien, de bien faire les choses, de positionner mon pays ou de positionner ma culture ou de positionner mes reines ou mes rois comme étant ceux-là qui croient en l'art de s'habiller, en l'art du beau, qui croient en le textile, qui croient en l'entrepreneuriat. Et donc, je m'installe à côté, j'y reste 2 ans. Malheureusement, je perds cette boutique, mais Jéhovah étant le plus puissant et le plus fort des dieux, me permet de rentrer, de tomber comme ça, par hasard, ici, nez à nez avec le propriétaire, que je salue, qui malheureusement nous a quittés il y a 1 an, pardon, Monsieur Zarour, qui me dit « Écoute, Élie, je ne sais pas quel Dieu tu as prié, mais je crois en toi et on va y aller ensemble. » Et donc, on a cette boutique-là, on construit tout en 1 an, avec l'ambition de montrer ce qu'on est capable de faire. Parce que moi, j'ai appris ce métier et j'ai toujours eu pour ambition de présenter un département mode, textile et design, entre guillemets, dans un intervalle de luxe, ce qu'on essaie de retranscrire ici. Et donc, de fil en aiguille, comme j'aime le dire, on se retrouve avec une base de clientes qui commence petit à petit. Donc, au départ, notre atelier était à la mezzanine, on avait 2 machines. On a travaillé pendant 1 an
de façon acharnée et très vite il a été nécessaire d'avoir un atelier parce qu'il n'y avait plus de place, il y avait trop de commandes, on n'arrivait pas à satisfaire la demande et très vite on est submergé, on trouve l'atelier et puis voilà, l'aventure commence à avoir des challenges, à habiller des dames à l'extérieur, à voyager carrément avec un atelier, constituer un atelier par exemple au Congo pour pouvoir livrer une trentaine de robes. On a un carnet de commandes qui est énorme, mais quand on va voir les gens, ben, c'est la même chose. Ah, mais oui, fou, hein. Eliquam, oui, c'est vrai, c'est ça, mais vous rêvez. Alors que les maisons de couture en Europe sont gérées par des industriels, par des businessmen, par des gens qui créent de l'argent. Et hier encore, je regardais un reportage sur Monsieur Bernard Arnault qui chapeaute ces maisons de couture avec brio. Et en 1 heure, ils vendent un sac à 2800 €. Il est monté en 1 heure. Le sac est monté. Le sac est monté seulement en 1 heure. Donc chaque heure, il y a un sac à presque 3000 € qui est fabriqué. Et nous, ici, on galère. Et c'est une des plus grandes fortunes au monde. Ah oui. Arnaud. Il a d'autres activités, mais oui. c'est l'industrie du luxe. Ah oui. Et toute la manne africaine, donc toute cette belle clientèle, finalement, se complaît un peu à aller enrichir l'industrie extérieure. Ce n'est pas mauvais, c'est de bonne guerre. Mais nous, on s'est un peu insurgés, si vous voulez, en rebelle et en entrepreneur vraiment ancré dans ce rêve qui est une réalité en fait. C'est-à-dire que moi, je vis mon rêve éveillé. J'ai aujourd'hui, et je suis reconnaissant, une vingtaine de collaborateurs qui me soutiennent. On est vendu au Nigeria, on est vendu au Ghana, on est vendu à Paris, on est vendu au Congo, dans les 2 Congos. On a des perspectives énormes. On a de bonnes nouvelles qui sont en chemin. Et voilà. J'ai entendu tout à l'heure l'entrepreneuriat, la transformation. Aujourd'hui, nous allons fabriquer, nous allons utiliser ce que nous avons comme héritage et nous allons apporter cette modernité sur ce que nous avons en fait sur le long terme. Et c'est ce que nous allons mettre à disposition de notre clientèle avec un savoir-faire irréprochable, avec un service sur mesure. Nous pêchons des fois parce que nous sommes en train de mettre les choses en place. Donc des fois, malheureusement, oui, ça arrive qu'on pêche, mais avec beaucoup d'humilité, on demande pardon et on essaie de se relever et de continuer à batailler pour présenter une Afrique à son firmament. Une Afrique belle, avec la quintessence la plus absolue. Une Afrique où les gens aiment la couleur, aiment le beau, aiment les bijoux, aiment la beauté et cultivent en permanence cette beauté parce que, justement, nous en avons assez. Et nous avons eu assez à colmater des stigmates. Et aujourd'hui, nous voulons montrer ce que nous savons faire. Nous ne faisons pas de la haute couture, nous faisons de la couture, tout simplement parce que la haute couture appartient au syndicat de la haute couture française et que donc, si nous pratiquons le verbe haute couture, nous sommes de facto assujettis à l'industrie ou au syndicat de la haute couture. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'obtenir un label qui est le label de la haute couture pour pouvoir présenter notre qualité de travail. Nous, Maison Eliquam et d'autres avec nous avons refusé cela. Nous avons créé un label qui s'appelle le Born in Africa, qui a été inspiré par mon grand frère Franck Fanny, qui malheureusement nous a lâchés. Mais nous bataillons sur et autour de ce Born in Africa pour présenter l'excellent. L'excellence, l'excellent et ceux qui veulent conjuguer ce verbe excellent-là. Tout à l'heure, j'ai entendu notre champion parler de partage. Maman parlait de legacy, de sharing, de formation. Aujourd'hui, nous avons un atelier, nous ouvrons nos portes. Donc, nous recevons des stagiaires
qui vont venir par exemple de la France, du Cameroun, de la Guinée, du Ghana, de Londres, et qui vont être formés, avec qui on va partager un savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de ne pas conserver ce savoir, sinon nous allons le perdre. Nous voulons en fait l'ouvrir, nous voulons partager un grade de qualité 0, c'est-à-dire 0 défaut pour un produit haut de gamme. Nous voulons ça et nous impactons en même temps sur le marché ivoirien, et je pense que tous ceux qui vont écouter seront d'avis que la maison Eliquam ne crée pas des collections mais crée des tendances. Aujourd'hui, nous créons des tendances, nous sommes heureux de le faire. Ces tendances-là voyagent, inspirent d'autres maisons et font la richesse et le bonheur de notre humble maison de couture. Elie, justement, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, moi, ce métier, je l'ai appris. Alors, effectivement, aujourd'hui, et machallah, tu as porté très loin le nom non seulement de Elie, de ta maison et de tes créations, mais effectivement, avec ce label, comme Masogbe, tu entraînes d'autres avec toi. Et j'aime cette idée, effectivement, vous êtes très honnête et très strict sur ce que vous voulez montrer et faire connaître. C'est comme ça aussi que vous faites briller l'Afrique. Mais aujourd'hui, effectivement, l'industrie de la mode, l'Afrique a toujours inspiré au niveau des créations internationales, sur les podiums notamment. Les créateurs africains n'ont pas toujours leur place. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette industrie qui reste justement à créer, à structurer, où le volet formation, il est essentiel. D'après ton expérience, ton expertise, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller encore plus vite, comme on dit ici, comme on dit chez moi, kaba kaba. Oui. Alors, je vais mettre le pied dans le plat. Nous avons créé la Fashion Week by Eliquam. Donc, c'est la première Fashion Week qui existe en Côte d'Ivoire. Il y a des journées où il y a des défilés de mode, mais il n'y a pas de réel Fashion Week. Nous avons eu pour leitmotiv l'excellence, l'ambition par le mérite, le partage de formation in and out. Nous avons eu aussi envie de présenter notre artisanat comme cette richesse, cet héritage que nous avons. Nous n'avons rien d'autre. Nous avons chaque industrie, chaque maison de couture, chaque entrepreneur a son héritage. Aujourd'hui, et ça a été toujours le cas, les autres industries ont toujours puisé dans le continent. C'est nous qui sommes un peu en retard de savoir que nous avons quand même, avant d'aller regarder le soleil dans la télé d'autrui, il faut le regarder au moins sur son toit. Donc, ce que nous avons là, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà la question que je me suis posée. Et avec mes camarades, avec même ma sœur avec qui j'ai été à l'école, nous avons décidé de lancer cet événement-là qui promeut ou qui va mettre en exergue l'excellent, qui va montrer la création, mais avec les codes de ceux qui ont institutionnalisé ce département-là, parce qu'on ne peut pas jouer aux échecs sans respecter les règles. Donc aujourd'hui, nous avons la Fashion Week, nous montrons, nous avons des masterclass, nous avons des échanges, nous avons des personnes qui viennent. On a le concours Marie-Thérèse Oufouette-Boigny qu'on a institutionnalisé avec Maman Thérèse, et merci à elle de nous avoir soutenus, qui va présenter entre 6 et 8 créateurs, jeunes talents. Et de cette émulation-là, un va avoir l'opportunité d'aller défiler à la Fashion Week de Lagos, par exemple. En fonction de chaque culture, de chaque région, vous allez identifier qui est la personne. Donc, on a déjà quelque chose de très lourd. Maintenant, il faut travailler à se former, à bien se former, et puis ne pas avoir peur de se dire ou de dire à autrui « je ne sais pas tout faire ». Il y a des compétences qui sont à l'extérieur, qui peuvent rentrer, et les autres compétences unies vont créer ce dont tu parlais. Et atteindre l'excellence. Et atteindre l'excellence. C'est magnifique. J'aimerais vous poser à chacun un dernier mot de la fin. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les semaines, les mois, les années qui viennent pour faire briller l'Afrique? On commence par vous, Masogbe. Ok, merci. Je pense qu'on a fait un pas.
on ne peut pas hausser les épaules avec ce que nous avons fait déjà en portant la Côte d'Ivoire au rang des premiers mondiaux en tant que producteur. Mon vœu le plus ardent, c'est de pouvoir arriver à transformer la quasi-totalité de notre production nationale. Faire de cette filière le socle du développement et à partir de là créer des champions. Nous voulons des champions nationaux. Nous voulons partir d'ici et faire briller l'Afrique à travers notre savoir-faire. Merci. Ils arrivent les champions. Franck, justement, comment vous allez faire éclore d'autres champions dans d'autres disciplines? Alors, Evolution Academy, depuis les 2 dernières années, nous avons réussi à devenir une association enregistrée au ministère de l'Intérieur en 2023. Et en ces 2 années, nous avons eu 2 champions du monde de karaté. Nous avons eu un athlète du Burkina, parce qu'il y a des athlètes d'autres pays qui viennent en Côte d'Ivoire pour se former avec nous. Très bien. Et ça, c'est une grande fierté. Bien parce sûr. qu'au début, on se disait, on va former quelques athlètes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, d'autres athlètes étrangers estiment qu'ils peuvent se former ici plutôt que d'aller en Europe. Bravo. Donc, et ça en l'espace de 2 ans. On a participé aux Jeux Olympiques avec cet athlète du Burkina, aux Jeux Paralympiques avec un athlète ivoirien. Et je pense que pour la prochaine étape, ce serait vraiment faire de l'Evolution Academy un centre international officiellement qui peut accueillir des athlètes qui sont boursiers. Parce qu'aujourd'hui, certains athlètes boursiers dans d'autres pays cherchent à aller en Europe parce qu'ils ne trouvent pas les centres adéquats de formation en Afrique. Mais là, ça change. Parce que je reçois tout le temps des demandes. Est-ce qu'on peut venir en Côte d'Ivoire, s'entraîner, se former avec vous? Alors qu'officiellement, nous ne sommes pas encore un centre international. Donc d'ici, je dirais, les prochains mois, la prochaine année, c'est l'objectif. Essayer vraiment d'officialiser ce statut de centre international de formation. Et puis dans les années à venir, faire de l'Afrique, faire de la Côte d'Ivoire un centre où les prochains ambassadeurs de leur pays viennent se former à travers le sport et que ce soit aussi des ambassadeurs, des représentants de leur société, des meilleurs cadres pour la société de demain. Peut-être le prochain président de la nation pourrait être quelqu'un qui est venu se forger à Evolution Academy parce qu'au-delà du sport, nous sommes une école de vie. On transmet des valeurs de résilience, des valeurs de confiance en soi, des valeurs de croire en l'Afrique. Je pense que c'est un peu la vision de tout le monde ici. Et nous, on le fait à travers le sport, mais on espère vraiment que dans les années à venir, on pourra développer des futurs champions de nos nations africaines à l'international. Bravo. Et j'en profite pour saluer 2 de vos disciples qui ne sont pas encore des champions, mais qui pour moi sont déjà des champions. Enzo et Sacha, gros bisous. Et ils vous adorent. Donc vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Oh, ouais. Élie, comment tu vas continuer à nous faire briller, nous tous? Alors, je vous remercie infiniment. Je suis privilégié d'être à côté de, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être mettre un peu le pied dans le plat en demandant à tous ceux et celles qui nous écoutent de renforcer, de fortifier et d'accompagner les maisons de couture en Afrique. Je dis souvent que si chaque Africain dépense 100 € chaque semestre dans une maison de couture, 100 €, vous faites de nous des milliardaires. Les milliards ne vont pas servir à enrichir, à remplir nos comptes. Non, ça va servir à réinjecter, réinvestir, créer une usine pour fabriquer nos sacs à main, former des gens qui fabriquent ces sacs, parce que nous fabriquons, nous avons un artisanat développé. En fait, il y a tout qui est déjà prêt. On a vraiment besoin que vous aussi, vous puissiez mettre le pied à l'étrier pour qu'on puisse aller encore plus loin. Kipux Afrique est une société anonyme de droit ivoirien au capital donc de 3 milliards de francs CFA.
notre vocation, c'est d'être aux côtés des administrations africaines, des administrations en charge du transport routier, et puis également accompagner l'ensemble de ces administrations dans le cadre de mobilisation de ressources africaines. Le digital permet de mettre au cœur des politiques publiques les attentes des populations, d'améliorer la qualité de service, mais également de rapprocher l'administration des administrés. Ces investissements permettent également de mettre en place des infrastructures technologiques robustes qui permettent de soutenir le déploiement des différentes solutions technologiques que nous mettons en place, avec différents acquis en termes d'impact sur l'accidentalité, en termes d'impact sur le nombre de tués sur nos routes, mais également, je dirais, en termes d'amélioration significative de la qualité de service rendue aux citoyens. C'est une plateforme interactive qui permet d'avoir un gain de temps, mais surtout qui permet également de mettre dans un même écosystème l'ensemble des intervenants dans la chaîne donc, de traitement des documents administratifs, mais également du service public. Donc nous avons d'un côté toutes les administrations qui peuvent impacter la qualité de service, qui se retrouvent sur la même plateforme, dans le même écosystème, donc tout le monde se voit. Et de l'autre côté, l'administré ou le citoyen qui en fait la demande se trouve donc en face d'un guichet unique, avec l'ensemble des intervenants à sa disposition, en un seul clic, avec donc des temps de réponse, des délais de réponse aujourd'hui qui sont réalisables en moins de 24 heures. Sur la Côte d'Ivoire, je voudrais préciser que notre projet, c'est de renforcer notre présence auprès d'autres administrations, notamment les administrations en charge donc, de la mobilisation de ressources financières non fiscales nécessaires à l'État, améliorer également la qualité des services rendus aux citoyens avec beaucoup plus de dématérialisation. Notre objectif, c'est d'amener à une dématérialisation totale des documents administratifs de transport qui pourront être mis à la disposition des populations dans le cadre d'un portefeuille électronique. Donc on n'aura plus besoin forcément d'avoir un support physique, avec toutes les déclinaisons et l'impact que ça pourrait avoir au niveau des autres administrations. Donc en Côte d'Ivoire, c'est renforcer notre présence, continuer à aller vers d'autres administrations. Au niveau du continent africain, vous savez que les problématiques au niveau du transport routier, mais également au niveau de nos villes africaines sont des problématiques transversales. Notre objectif, c'est d'arriver à répliquer donc ce modèle dans d'autres pays qui ont des écosystèmes semblables aux nôtres. Ça a déjà démarré, nous sommes déjà dans certains pays de la sous-région, notamment au Congo-Brazzaville, en Guinée-Bissau, et en discussion avec d'autres pays ou dans le cadre d'appels d'offres qui sont en cours dans certains pays donc, de l'Afrique centrale, mais également de l'Afrique de l'Ouest. Je suis Geneva Keita Sokona, je suis la fondatrice et chef d'orchestre d'Africafé, qui est le coffee shop restaurant, qui fait la promotion du continent à travers ses ingrédients locaux, sa diversité culinaire et sa culture.
Moi, je suis fan de la cuisine africaine. Moi, ce que je veux partager, c'est une cuisine africaine contemporaine, moderne, qui est ancrée dans ses racines, mais fondamentalement tournée vers le monde, ouverte au monde, et qui met en valeur les produits locaux, qui met en valeur notre savoir-faire, l'authenticité de nos recettes, les recettes des mamans, les classiques. Moi, c'est ce que je veux partager. Une cuisine africaine moderne et contemporaine. Affaire de saper, on va encore se saper. Y'a Martial. Hey! Sapologie, ça fait mon affaire. La sapologie, c'est mon affaire. Sapero, sapé, sapé. Hey! Ah, sapologie, ça fait mon affaire. La sapologie, c'est mon affaire. Sapero, sapé, sapé. Yeah! Ah. Lino Versace. Je fais ma prodada, si ça peut, avec les agneaux, si ça peut, autant les angolis, si ça peut, faut bien me regarder, petit. Ça bouge à Babi, je vous l'avais promis, de l'entrepreneuriat à culture en passant par le sport, les affaires. La Côte d'Ivoire bouge et nous fait bouger avec elle, symbole d'une Afrique ambitieuse et entièrement projetée vers le futur. Merci à nos invités d'avoir partagé leurs histoires et leurs ambitions avec nous. Merci en particulier à Amy Crum pour son chaleureux accueil. Et continuez à nous suivre. On se retrouve dans un mois dans une autre ville du continent. En attendant, continuez à briller et à faire briller l'Afrique. Merci.